Bonsoir à tous. La Fondation de l'Islam de France est très heureuse ce soir de vous convier à sa 19e édition de l'Université populaire digitale, qui est consacrée au concept de l'islamo-gauchisme. Mais avant d'introduire le débat, je voulais remercier nos médias partenaires Oumma.com, Radio France Maghreb 2 et Radio Salam pour leur suivi et leur pérennité à nous soutenir, parce que c'est très important, et merci à eux. Pour introduire le débat islamo-gauchisme, nous cessons d'entendre les masses médias, dans les médias mainstream, comme on dit de manière habituelle, le concept islamo-gauchisme. Mais de quoi parle-t-on ? Récemment, l'essayiste, journaliste intellectuel Jacques Julliard considérait que l'islamo-gauchisme faisait partie du troisième âge de la glaciation intellectuelle. La première, le soviéto-marxisme, ensuite la période maoïste et aujourd'hui l'islamo-gauchisme. Mais est-ce si sûr ? Pourquoi cette querelle académique autour d'un concept qui est entré de manière passionnelle dans le débat public ? De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'islamo-gauchisme ? Islamo, donc la tradition islamique, le gauchisme, une grande tradition d'extrême gauche dans l'histoire du mouvement social. Peut-on véritablement concevoir qu'il y a une alliance inattendue entre les forces de l'islam et les forces de l'extrême gauche? Un sociologue, historien des idées, Pierre-André Taguieff, a conceptualisé cette idée dans les années 2000, dans son ouvrage en 2002, La nouvelle judéophobie, pour montrer qu'il y a une porosité entre les forces d'extrême gauche et les forces islamistes. Donc, c'est ce soir, nous interrogerons ce concept qui suscite une véritable controverse dans le débat académique, mais qui a trouvé une résonance tout à fait étonnante dans l'arène publique. Et pour débattre ce soir, donc nous avons le président de la Fondation de l'Islam de France, Ghaleb Benchir, et le professeur Alain Policard, sociologue et chercheur en philosophie politique, et qui a eu des propos très clairs sur les ondes de France Culture pour interroger la scientificité de ce concept. Alain Policard, merci. Merci d'être avec nous. Merci. Donc nous abordons un sujet qui, au demeurant, a l'air simple, mais il est tout sauf simple. Mais déjà, on a envie de vous dire, pour engager la conversation avec Ghaleb Benchir, qu'est-ce que nous entendons par concept islamo-gauchisme ? Il faudrait d'abord savoir s'il s'agit vraiment d'un concept. C'est probablement une expression à usage polémique. Quand je dis probablement, c'est par une prudence inutile. C'est un concept à usage polémique qui a fonction, comme vous l'avez rappelé avec la glaciation de Julliard, de disqualifier finalement tous ceux qui pourraient s'intéresser à la condition, je dirais, faite aux musulmans dans les pays démocratiques contemporains et particulièrement évidemment en France. Alors, l'idée qu'il y ait une alliance possible entre les forces, disons, se réclamant de l'islam, là encore, comment les nommer, et les gauchistes, et là encore ce terme est extrêmement vague, ça a germé effectivement dans l'esprit notamment d'un trotskiste anglais qui s'appelle Chris Harman, qui avait écrit un livre en 1994 qui s'appelait « Le prophète et le prolétariat », dans lequel il théorisait cette possibilité-là. C'est un livre qui est passé relativement inaperçu, on en a reparlé 5 ans après, et puis surtout, comme vous l'avez vous-même dit, Taguieff en 2002 a de nouveau évoqué cette question-là, qui n'était pas, je dirais, des années 70 environ aux années 2000-2002, totalement dépourvue de pertinence, puisque ça c'est une alliance qui se pensait sur la question de la Palestine. D'ailleurs, José Bové, vous en souvenez, avait fait un voyage en Cisjordanie. Et donc, il était question, effectivement, d'une théorisation, d'une alliance. On pouvait penser que, en tant que dominés, en tant que pauvres du monde, en tant qu'opprimés, les musulmans pouvaient rejoindre le combat de la gauche, plutôt de l'extrême gauche. Mais déjà en 2002, lorsque Taguieff en parle, il s'agit d'un concept polémique. Alors, ce qui est intéressant, c'est la réactualisation de ce concept très récemment. C'est-à-dire, je dirais, en novembre 2020, et notamment avec ce fameux manifeste des 100, qui est paru, si je me souviens bien, dans Le Monde, précédé d'ailleurs d'un texte dans Le Parisien libéré qui n'était pas d'une meilleure facture, qui mêle un peu tout, et fondamentalement, l'indice, si on lit le texte, et véritablement, il ne s'agit pas, à mon avis, d'une
d'une lecture erronée de ma part. Si on lit le texte, on s'aperçoit que la question fondamentale qui permet de distinguer ce qu'est un islamo-gauchiste, en quelque sorte, c'est sa complicité, sa connivence avec la question du voile. Le voile serait effectivement l'indice même de la corruption des esprits. Et au centre de tout ça, évidemment, il y a la question de la laïcité. Et la conception exclusiviste, voire excluante, qu'en ont certains nationaux républicains, dont les signataires du manifeste des saints, considèrent que finalement il y a une séparation à faire implicitement, elle n'est pas dit comme ça, entre eux et nous, que le voile est évidemment un indice de séparatisme, que le voile est toujours imposé, qu'il n'est jamais un acte de liberté de la femme. Donc on surajoute aux questions de laïcité les questions de genre en théorisant à partir de l'inégalité que le voile exprimerait et qu'un bon Français doit combattre, si vous voulez. Et ça me paraît évidemment une lecture totalement erronée. Et le texte du Manifeste des 100 parle également du prêchi-prêcha, de la doxa multiculturaliste, etc., avec une incompréhension majeure pour des intellectuels dont certains sont des gens que je connais bien et que j'estime, sur ce qu'est le multiculturalisme, par exemple. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon de considérer que l'égalité républicaine n'a pas donné les résultats qu'on pouvait escompter, et qu'il est peut-être nécessaire de se demander si l'indifférence à la différence est véritablement le seul moyen de réaliser l'égalité. Le multiculturalisme, il prend en compte effectivement cette dimension et considère qu'il y a peut-être des retouches à apporter à ce modèle républicain pour une meilleure égalité. La perspective est toujours une perspective égalitaire. Or, c'est présenté comme quelque chose qui vient d'Amérique, du Canada, des États-Unis, etc., et d'ailleurs, voire de Grande-Bretagne, et qui doit être considéré comme inférieur au modèle français d'intégration. La France est considérée comme la patrie universelle, je dirais, de l'intégration réussie, et on s'aperçoit, hélas, j'aimerais que ça soit vrai, on s'aperçoit, hélas, que ce n'est pas vrai, que même si elle a fonctionné pendant un temps, au prix d'ailleurs de tensions racistes qu'on oublie bien souvent, contre les Belges, contre les Italiens, contre les Polonais, catholiques pourtant, eh bien, on oublie que l'intégration ne s'est pas réalisée sans heurts, et on voit aujourd'hui qu'effectivement, on ne peut pas imposer des normes et confondre l'universel et l'uniforme, qui consiste à demander le label de bon français, qui serait effectivement une adhésion à une idéologie républicaine extrêmement sommaire, qui se construit par opposition à l'idéologie républicaniste anglo-saxonne, qui, elle, au contraire, prend en compte un certain nombre de données qui me semblent nécessaires de prendre en compte. On y reviendra peut-être. Oui. Raleb, ton sentiment et ton regard déjà même sur ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Et je sais que tu es très critique parce que tu interroges même la scientificité et puis la terminologie elle-même. En réalité, ma réaction comme ça en début de cette séquence est en 3 points. Le premier, c'est la vocation même de la Fondation de l'Islam de France d'être, j'ai eu l'occasion de le dire, un espace de débat, parce qu'il n'y a pas de débat ailleurs. Et nous ne confondons jamais l'opinion et le savoir académique et la scientificité même des concepts, à supposer que l'islamo-gauchisme soit aussi un concept qui, de mon point de vue, et là je m'engage en le disant, est un concept captieux. La deuxième idée, c'est nous avons voulu effectivement avoir un débat, nous avons demandé à d'autres faiseurs d'opinion, pour ne pas trouver une autre appellation, ou des relayeurs d'opinion, ou même des essayistes, voire quelques académiciens ou universitaires, et je note tout de suite que dans le manifeste des 100, il n'y avait pas beaucoup d'universitaires, ce qui est curieux. Il y avait plutôt ce qu'on appelle généralement des relayeurs d'opinion. Le troisième point, certes, ici, dans cette maison, nous sommes pour la froideur d'esprit, pour parler, pour échanger, pour débattre. Nous réprouvons le répréhensible, nous condamnons le condamnable, nous œuvrons inlassablement pour apaiser les esprits, pour aplanir les difficultés et
faire société commune comme nous le disons. Et c'est notre vocation. En revanche, sur ce point précis, il y a comme une colère froide. C'est vrai que les peurs, les colères sont toujours des mauvaises conseillères, donc il ne faut pas aller à la colère. Mais il y a un vocabulaire inacceptable, et nous le disons. Et cette révolte sourde, il faut l'entendre. Nous ne pouvons plus accepter que des préfixes en islamo puissent être jetés comme ça dans le débat public. Et j'en ai énuméré: islamo-racaille, islamo-délinquance, islamo-gauchisme, islamo-nazisme, islamo-fascisme, islamo-même droitisme maintenant, parce qu'on aurait voulu flirter avec les affreux musulmans dès lors qu'une extrême droite qui se veut dédiaboliser dit « moi je n'ai plus aucun problème avec l'islam », on parle d'islamo-droitisme maintenant. Donc, nous voulons récupérer, en tout cas gagner la bataille sémantique. Ça, c'est un point de la plus haute importance. Pour ce qui concerne l'islamo-gauchisme, nous avons eu l'occasion ici, dans des tribunes et même dans nos débats, de dire que la sagesse recommande de perdre 5, 6 secondes, 10 secondes pour une périphrase que de dire une ineptie. Il vaut mieux dire qu'il s'agit d'une collusion entre une partie de la gauche ou de l'extrême gauche et l'islamisme politique. Ça, bon, si c'est ça la réalité de ce qu'on appelle maintenant l'islamo-gauchisme, eh bien nous aussi, nous le dénonçons. Mais aller parler d'islamo-gauchisme alors qu'à l'extrême rigueur il s'agit d'islamismo-gauchisme ou de gaucho-islamisme, mais dans un cas comme dans l'autre, ça ne rend pas compte de la réalité des choses. Et le dernier point, ce n'est pas à Pierre-André Taguieff de déterminer le vocabulaire qu'il faut. Eh bien, nous nous insurgeons contre cela et nous nous inscrivons en faux. Nous l'avons invité pour venir débattre, il n'a même pas donné réponse, n'a pas répondu à notre invitation. Ça sera peut-être pour une autre fois. Merci Raleb pour cette réponse. D'ailleurs, j'en profite, mon cher Alain, parce que Pierre-André Taguieff, pour aller dans le sens justement là de Raleb, est revenu dans une tribune en octobre 2020 dans Libération, où il interroge lui-même le concept qu'il avait lui-même théorisé en 2002, où il dit qu'il eût été sans doute plus judicieux, voilà, d'ériger comme concept islamismo-gauchisme pour montrer cette collusion entre les forces islamistes et les forces d'extrême gauche. Donc déjà, il y avait un moment d'essayer de clarté idéologique par rapport au concept. Mais peut-être juste avant de revenir aussi sur les adjectifs et sur l'utilisation de ce mot dans l'arène publique, de revenir aussi à un peu d'histoire. Parce que lorsqu'on fait une généalogie de ce concept dans le temps long, on va dire l'histoire du XXe siècle, on voit qu'on a la révolte d'Abdelkrim, parce que les communistes de l'époque s'interrogent s'ils doivent soutenir ou non la révolte anticoloniale. Le congrès des peuples d'Orient, à Bakou, où Zinoviev lance l'appel au djihad et en même temps l'émancipation des femmes. On a ce grand moment qui a été la révolution khomeiniste et puis le soutien foucaldien au moment iranien, où entre Ali Shariati et puis les forces khomeïnistes, et le front islamo-progressiste qu'on a vu pendant la guerre du Liban, où les chrétiens de gauche qui étaient communistes, qui soutenaient les Palestiniens, qu'on appelait déjà à l'époque islamo-progressistes. Tout ça pour dire qu'on a déjà une généalogie dans la culture politique française de ce qu'est, entre guillemets, cet islamo-gauchisme dans la culture politique et historique. Comment vous le voyez justement cette... Non, mais votre appel est extrêmement utile. Moi, je voulais revenir simplement sur la nécessaire clarification terminologique. Le mot est extrêmement ambigu parce qu'on ne sait pas ce que l'islamo désigne. On vient de l'évoquer, ça peut être islamisme, effectivement, ça peut être l'islam, ça peut être aussi le musulman, puisque, au fond, on a l'impression parfois dans les tribunes des gens que nous dénonçons que l'islam existe sans le musulman ou le musulman sans l'islam. Enfin, il y a dans... C'est vrai qu'on a évoqué cette question-là aussi tout à l'heure, mais qu'il faudrait peut-être en reparler. Il y a dans la notion d'islamophobie aussi la même ambiguïté. Parce que qu'est-ce qu'on désigne ici? Est-ce qu'on peut imaginer
qu'une phobie, qui est quand même quelque chose de pathologique, qui épargne ceux qui, précisément, sont les défenseurs, en quelque sorte, d'une foi, en l'occurrence, ou d'une sexualité, quand on parle d'homophobie, etc. La séparation, d'ailleurs, il y a un très bon article de Saïd Ben Moufok, excusez-moi, qui, dans Libération, qui montre bien quel sens ça peut avoir d'haïr l'islam sans haïr les musulmans, si vous voulez. Alors, il faut évidemment ne pas interdire, on est tous dans le même esprit, la critique rationnelle de la religion. Mais, ceci étant, personne ne peut se muer en théologien sans difficulté. La méconnaissance de l'islam est quand même quelque chose de fondamental. Ici, je ne vais pas évoquer cette question-là en détail, vous le savez mieux que moi, mais c'est frappant de voir qu'on considère que parce que le Coran est incréé, il n'y a pas d'interprétation possible. Mais les musulmans n'ont cessé d'interpréter le Coran. D'abord, ils ont cessé de le traduire. Et donc... et le fait que le Coran soit incréé n'est qu'une construction humaine, c'est une doctrine par rapport à une autre. Non, mais l'idée ici, c'est que ça ne peut pas évoluer parce que précisément c'est incréé, et donc finalement le musulman est arrivé à une foi qui n'est pas dépassable, qui n'est pas transformable, image donc comment dirais-je, de recul, d'incapacité à transformer des choses, qui est quand même quelque chose d'extrêmement répandu dans nos sociétés. Ce qui explique le succès de concepts, entre guillemets concepts, comme ceux que nous venons d'évoquer, qui n'ont pas de consistance théorique. D'ailleurs, le mot gauchisme aussi est extrêmement vague, parce qu'on ne sait pas très bien s'il s'agit d'une critique interne à l'extrême gauche, qu'il s'agit d'être à la gauche de l'extrême gauche. Enfin bon, tout ça n'est pas clair. Et l'idée qu'il puisse y avoir une alliance entre les forces musulmanes ou islamistes et le gauchisme ou l'extrême gauche n'a jamais été hégémonique à gauche. Ça a été un moment, effectivement, vous avez rappelé un certain nombre de choses. Quand Zinoviev appelle au djihad, d'ailleurs, ça n'a pas tout à fait le sens que ça a repris aujourd'hui. Non, hein. C'était pour la lutte anticoloniale. Bien sûr. Ça n'est pas du tout le même sens, même. Le mot djihad est extrêmement ambigu. Enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, bien évidemment, mais il est utilisé comme quelque chose de toujours péjoratif, enfin négatif. Ce n'est pas un travail sur soi, c'est une conquête de ceux qui ne veulent pas accepter le diktat de l'islam. Alors bon, votre rappel est tout à fait utile. Je crois qu'il met en avant surtout qu'on ne peut rien comprendre à ces questions si on ne met pas en avant la question de la colonisation. Nous n'avons pas fini avec la question de la colonisation. Je ne saurais d'ailleurs recommander, c'est repassé sur Arte tout récemment, l'extraordinaire documentaire qui s'appelle Décolonisation du sang et des larmes, qui est un documentaire de salubrité publique. Il faut le voir absolument. Je croyais être un peu au courant, mais j'ai appris énormément de choses, énormément de choses. Il y a une historienne qui s'appelle Aurélia Michel, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle Le monde en maigre et blanc, et qui en 2009, lorsqu'elle prépare un cours sur la colonisation, découvre, dit elle-même, historienne qui connaît ces sujets, découvre l'horreur de ce qu'a été la colonisation. Et quand on imagine les tirailleurs sénégalais réunis sur une place parce qu'ils réclament le paiement de leur salaire et massacrés à la mitrailleuse, il n'y a pas d'image, il y a quelques rares témoignages. Quand on voit en Algérie les civils massacrés par les forces françaises, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de la part du FLN des choses horribles, mais enfin, qui était colonisateur? C'est une question fondamentale. On ne peut pas parler de symétrie sur ces questions-là. Il faut quand même que la France prenne conscience qu'elle a été une puissance colonisatrice, et qu'elle a été une puissance colonisatrice, je dirais, comme Suzanne Citron, une très bonne historienne, non pas malgré les droits de l'homme, non pas parce qu'elle était la batterie des droits de l'homme, mais précisément parce qu'elle était. Hein. Non pas à cause d'eux, mais parce qu'elle était. En fait, c'est pas tellement une anomalie historique, finalement. La France s'est permise des choses abominables, précisément parce qu'elle avait une vision d'elle-même extrêmement universaliste, consistant à dire « j'apporte la civilisation hein, ». La mission civilisatrice de l'Occident. Les États-Unis ont d'ailleurs la même idée de l'exceptionnalisme, si vous voulez, de leur mission. Et on retrouve des choses, même si ce n'est pas une puissance colonisatrice au même sens, évidemment. Esclavagisme, c'est autre chose, mais c'est aussi l'expression qu'au fond, on a une tâche à accomplir et que, peu importe en quelque sorte les à-côté et les dégâts, il faut accomplir, il faut que la civilisation puisse atteindre tous ceux qui en sont dépourvus. Alors, vous dites quelque chose de très important, parce que Raleb, ceux qui proclament et qui promeuvent la scientificité du concept islamo-gauchisme
c'est pour dénoncer en fait ce qu'ils appellent un néo-tiers-mondisme. C'est-à-dire que généralement on utilise aussi ce concept pour dénoncer l'immixtion de la pensée décoloniale, indigéniste et racialiste dans les universités françaises. Et en fait, on voit à quel point ce que vous dites sur cette blessure historique, elle revient, mais derrière un concept voilà, qui est très flou et qu'on veut dénoncer en fait d'autres idéologies. Et en fait, il serait une sorte de cache-misère par rapport à d'autres sujets qui sont beaucoup plus profonds. Beaucoup à dire cette question de l'indigénisme et du décolonialisme. Moi, je le dis sous le contrôle du professeur Policard, et qui connaît ces choses-là beaucoup mieux que moi. À mon sens, le concept n'est pas encore stabilisé. Le débat entre universitaires et ceux qui savent, et encore une fois, le débat scientifique n'est pas l'opinion publique servie comme ça sur ce que nous appelons depuis un moment le magma de toutes les haines et de toutes les vicissitudes et de tous les délires haineux que sont les réseaux sociaux maintenant. Ce n'est pas la même chose. Donc le débat à l'université ou dans les enceintes académiques doit se poursuivre. Certains pensent que le lumpenprolétariat est composé des damnés sur la terre, des opprimés sur la terre, que sont les musulmans. Mais même cette approche est fausse, parce que malheureusement, l'opulence la plus ostentatoire se trouve, y compris dans ces contrées et avec ces peuples au pluriel, ce qui est déjà une cause de la crise du monde dit musulman, parce que même l'appellation monde dit musulman a besoin d'être expliquée. On ne dit pas de l'Amérique du Sud que c'est le monde chrétien ou dit chrétien. Pourtant, une bonne présence catholique caractérise les peuples sud-américains. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est l'idée que ce tiers-mondisme est toujours constitué par les continuateurs de la conférence de Bandung, et dans laquelle se trouve une bonne partie, si ce n'est la totalité, des musulmans. Les choses ne doivent pas être abordées de cette manière. Alors, par rapport à ce que dit Raleb, cher Alain, on voit que dans la bouche de ceux qui considèrent ce concept viable, islamo-gauchisme, c'est l'islam comme soutien ou comme langue des opprimés. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, soutien à l'idéologie islamisme comme réaction à l'anticolonialisme. Mais en même temps, si on y regarde de près, l'islam, c'est quand même une tradition, c'est une foi. Donc, il serait quand même assez paradoxal que ceux qu'on appelle islamo-gauchistes soutiennent la foi de l'islam, mais ils soutiendraient les musulmans simplement en lutte parce qu'ils seraient simplement les damnés de la terre. C'est quand même très contestable. Oui, cette idée, effectivement, qu'il faut soutenir les damnés de la terre est une idée qui revient régulièrement, mais effectivement, ça a été très bien rappelé à l'instant par Aleb Bencher. Il se trouve qu'il y a parmi les musulmans des populations qui vivent dans l'opulence la plus totale et avec lesquelles nos gouvernements entretiennent des relations extrêmement, je dirais, serrées, pour ne pas dire autre chose, qui consiste finalement à profiter des pétrodollars ou à profiter de la manne financière du Qatar, de l'Arabie Saoudite, etc. On voit bien en matière de football, par exemple, même si le mot football est douloureux à prononcer aujourd'hui. Non, très dur, je vous le confirme. C'est dur. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus aussi. Exactement. Non, je crois surtout que l'islamo-gauchisme, il vise des intellectuels qui sont considérés comme des idiots utiles, en quelque sorte. Des complices ou des idiots utiles de cette idéologie-là. Tous ceux que le manifeste descend d'énoncer étaient des gens qui considéraient qu'il fallait étudier les problèmes un peu sérieusement, ce que nous avons essayé de rappeler dans une tribune Libération, Alain Renaud et moi, contre ce manifeste descend. Et incontestablement, c'est le même traitement qui est réservé aux mots décolonialisme, indigénisme, etc., etc. Il suffit de s'intéresser à ces champs-là, à considérer que la parole décoloniale peut être objet d'étude pour être complice des thèses les plus extrêmes de Ouria Boutelja, par exemple, puisque pour eux, le décolonialisme, c'est Ouria Boutelja, c'est l'indigénisme. L'indigénisme n'est qu'une toute petite partie du décolonialisme. Le mouvement décolonial est un mouvement extrêmement divers. On y trouve des lecteurs de Lévinas,
je sache, Lévinas n'était ni musulman ni gauchiste, et on y trouve des gens qui, incontestablement, prennent au sérieux la parole est dominée. Ce qui est important, c'est que le discours décolonial considère que le point de vue de la victime est un point de vue qu'il faut prendre en compte, et parce que bien trop souvent, il n'a pas été pris en compte. Alors, il peut y avoir des dérapages. Le dérapage est de considérer qu'il est le seul légitime. C'est ce qu'on appelle l'épistémologie du point de vue. Je suis victime, seule ma parole vaut, et par conséquent, l'autre qui n'est pas victime n'a pas droit, même au soutien, parce qu'il sera atteint d'une sorte d'immoralité héréditaire, parce que blanc, par exemple. Ce point de vue-là, relativiste extrême, est un point de vue qu'il faut évidemment rejeter si l'on est universaliste. Ce que je suis, mon universalisme à moi, n'est pas l'universalisme du printemps républicain, si vous voulez. Évidemment, c'est sûr qu'il y a, par rapport au mouvement décolonial lui-même, hein, pour ne pas rester englué sur ce sujet, il est beaucoup plus pluriel que l'image que renvoient ses détracteurs, évidemment, dans l'espace médiatique. Je pense à Souleymane Bachir Diagne, qui est de premier plan. De premier plan, qui a voulu théoriser sur ce sujet. Mais excusez-moi de vous interrompre, mais il y a une chose extrêmement utile, c'est qu'on a un peu l'impression qu'au fond, celui qui alarme les populations contre les dangers s'élève contre la doxa dominante, et donc, par conséquent, il est le seul lucide. Il a dit ça bien mieux que je ne le dis maintenant, mais il a mis en avant cette tentation, si vous voulez, de s'élever contre la doxa, au fond, pour avoir le sentiment de n'être pas dupe de tout ça. Et c'est vrai que beaucoup d'intellectuels qui interviennent, comme le disait Raleigh Bencher tout à l'heure, qui sont plus des faiseurs d'opinion, non pas des vrais universitaires. Enfin, ça n'est pas vrai de tous. Hein. On ne peut pas nier que Nathalie Hennig soit une véritable universitaire. Mais elle utilise effectivement un certain nombre de choses dont elle ne maîtrise pas, à mon avis, toutes les subtilités, car elle ne connaît pas le courant décolonial. Elle ne sait pas exactement ce que ça recouvre. Et on intente des procès. Moi, j'ai été victime d'un procès, notamment dans les colonnes de Marianne, il y a longtemps. On m'a considéré que je disais que l'universalisme était un racisme. Alors, c'est évidemment une position que je n'ai jamais défendue. C'est une mauvaise lecture de Balibar qui peut entraîner ce genre de confusion, mais on transforme dès l'instant que l'on s'intéresse à des questions qui sont considérées comme des questions douteuses. Pourquoi douteuses, je ne sais pas trop. Par exemple, la question de la pertinence morale des frontières. Moi, j'ai mis en cause la pertinence morale des frontières dans mon ouvrage sur le cosmopolitisme. Comment peut-on être cosmopolite? Et je disais que les frontières n'avaient aucune pertinence morale, mais elles avaient néanmoins une pertinence politique, et par conséquent, je n'étais pas favorable à leur abolition. Eh bien, on m'a traité d'abolitionniste. Alors, professeur, je voulais juste vous dire que nous, au sein de la Fondation de l'Islam de France, on est pour la liberté académique. On veut éviter toujours de parler des noms de personnes, mais on est sur les concepts des idées. Voilà, je voulais juste rappeler ce point. Non, je voulais juste. Votre président a parlé de Taguieff. Non, bien sûr. Non, c'était juste pour dire. C'est parce qu'on l'avait invité. Oui, voilà, oui, exactement. bien sûr. Et bien puis, sûr. Mais comme j'ai interpellé Nathalie Hennig à la radio. Oui, je m'en souviens. Voilà. Mais je voulais juste vous dire que, voilà, nous, on aura un vrai sujet, et d'ailleurs, je pense que Raleigh et moi, on pourrait réfléchir à une UPD sur la querelle des universaux. Parce que je pense que derrière, en fait, ces polémiques sur l'islamo-gauchisme et tous ces débats dans la société française, c'est aussi une question sur l'universalisme français. Absolument. Et je pense que voilà, ça mérite. Ouvrage, enfin, pas mon prochain, mais le suivant, s'appellera l'universalisme en procès. Alors, mon cher Alain, avant qu'on aille sur la deuxième partie, de voir comment il y a eu cette consécration de ce concept dans l'arène publique, comment voyez-vous, comme certains théoriciens, une corrélation entre judéo-bolchevisme et islamo-gauchisme? Est-ce que vous trouvez que cette comparaison, elle est factieuse, inepte, ou au contraire, elle peut être pertinente? En première approximation, on peut imaginer que ce sont des choses qu'on peut rapprocher. Mais quand on regarde les choses de près, et là-dessus, je crois qu'il y a eu un très bon article de Dominique Sopo dans Le Monde ou Libération, je ne sais plus, qui a mis les choses très clairement au point là-dessus. Le juif est considéré dans l'expression judéo-bolchevique comme tout puissant, et comme d'ailleurs, essentiellement d'ailleurs, bolchevique lui-même. Hein. Le judéo-bolchevisme, c'est l'idée qu'une alliance entre les juifs et les bolcheviques cherche à asseoir sa domination sur le monde. Or, si on considère que
islamo renvoie à musulman, le musulman n'est pas la position du juif dans cette situation-là, puisque il est dans une situation généralement de domination, et par ailleurs, il n'est pas considéré comme gauchiste, il est considéré comme pouvant faire alliance avec les gauchistes, mais pas comme gauchiste. Donc le parallèle, il peut être tentant, mais à mon sens, il n'est pas fondé. Mais là-dessus, je renvoie à l'article de Dominique Sopo qui dit absolument tout là-dessus, et très en détail. Je ne l'ai pas totalement en tête, mais en tout cas, il tire la conclusion que je viens de tirer. Et Raleb, on a vu, merci en tout cas mon cher Alain pour cette réponse. Raleb, on a vu aussi l'immixtion de ce débat qui est cantonné quand même à la base à la sphère académique dans le débat médiatique. Et on a vu des médias mainstream s'emparer de ce sujet et pulluler des semaines pour parler de ce concept et pour considérer, en fait, sans s'interroger sur sa scientificité, mais qu'il était une réalité. Mais pour dire une chose, c'est que tous les gens qui ne veulent pas voir le péril ou la question islamique dans le sujet sont islamo-gauchistes parce qu'ils seraient dans le déni du réel. On a beaucoup vu, en fait, cette expression dans le débat et dans la doxa médiatique. Alors, au mieux, ils sont dans le déni du réel, et au pire, ils sont complices de toutes les exactions commises par les terroristes djihadistes, et ils sont aussi des suppôts, voire les idiots utiles de l'islamisme radical qui gangrène, le mot a été utilisé oui, même par un membre du gouvernement, non seulement l'université, mais pour cela, dans tous les débats, et l'inflation du débat là-dessus, c'est le fait que l'islamisme radical commence à saper les fondements de notre vie en commun, parce qu'on dit maintenant plus vivre ensemble, en tout cas de notre société, et ces fondations-là sont vraiment attaquées, minées par cette collusion donc, entre les gauchistes, le gauchisme, rappelant toujours que le suffixe isme étouffe la racine, donc plus de gauche, on n'a que le gauchisme d'un côté, et pire encore, il y a cette collusion donc avec l'islamisme. Ici, au moins, on avait expliqué les choses comme ça. C'est que tout de suite, pour disqualifier l'interlocuteur contradicteur, on le traite d'islamo-gauchiste. Et donc, c'est un affreux et dangereux complice de toutes les avanies que la nation française subit. Et on ne peut pas aborder les choses comme ça, et encore moins aplanir les difficultés que pose, parce que nous ne les avons jamais niées, la question islamique en France, voire de par le monde, puisque nous ne cessons de dire que la tradition religieuse islamique et la civilisation qu'elle avait sous-tendue sont dans une période de crise, au sens académique du terme. Et on voit, par rapport à ce que vient de dire Raleb, cher Alain, l'utilisation et une pratique presque macartiste, parce que le terme a été employé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les deux camps s'invectivent et se renvoient aussi le macartisme. Oui. Alors d'ailleurs, je renvoie à ce papier de Philippe Reynaud dans la revue Commentaire, qui revient en fait sur la pratique et l'utilisation dans les deux camps, sur la polarisation, et que les deux considèrent que le macartisme est de mise dès lors qu'on aborde ces sujets. Et en fait, ça en dit beaucoup, me semble-t-il, et comme Raleb vient de le rappeler, sur la qualité du débat. C'est-à-dire que la question de l'islamo-gauchisme montre la dimension passionnelle du débat public, et en fait qu'il n'y a plus de débat. Oui, absolument. Il n'y a plus de débat, on procède par invective. La plupart des auteurs qui considèrent que certains intellectuels sont islamo-gauchistes nous font le reproche de ne pas comprendre le danger, ça vient d'être rappelé, le danger que cela fait courir cette complicité, ou du moins cette inertie intellectuelle, sur l'unité de la nation française et sur la vie en commun, effectivement. Autrement dit, il faudrait que le musulman montre qu'il est capable de, au fond, on en revient à cette question-là, de s'assimiler à des mœurs qui sont les mœurs du républicanisme français. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Au fond, la question de l'assimilabilité est toujours présente. Le soupçon pèse toujours sur celui qui est différent, par sa religion en l'occurrence ici, mais ce n'est pas forcément limité à la question de la religion.
Et d'ailleurs, je pense que l'hostilité à l'égard du musulman confine quand même pour l'essentiel au racisme, et donc que ce n'est pas la religion qui est en cause, mais plus l'apparence physique. Et évidemment, le musulman qui n'a pas de patronyme musulman et qui n'a pas une apparence considérée comme telle n'est pas victime de racisme. Mais bien évidemment, il s'agit de distinguer ceux qui sont capables de s'assimiler à nos mœurs publiques, ce qui veut dire la France chrétienne blanche de toujours, l'éternité de Jeanne d'Arc, etc., etc. Et le soupçon pèse toujours sur les musulmans à cet égard. Et l'idée que la présence musulmane en France, enfin, je ne sais pas, il n'y a pas de statistiques vraiment pertinentes, hein, mais on dit toujours entre 5 et 6 millions de musulmans, c'est quand même quelque chose qui représente presque 8-9% de la population française. Ça n'est pas quelque chose de négligeable et c'est quelque chose de durable. Il faut que les Français se mettent à la tête que la présence musulmane en France est durable. Et cette idée-là, me semble... elle cristallise. Comment ? Elle cristallise. Oui, non, mais c'est très difficile de se mettre à la tête que c'est durable. Et si vous voulez, l'idée que nos mœurs sont transformées par cette présence-là, c'est pas simplement, hélas, à l'extrême droite qu'on la trouve. Hein. On la trouve chez les gens, il ne faut pas citer de nom, mais tout de même, on est un peu obligé. Manuel Valls, c'est quand même dans cette lignée de pensée. Quand un Manuel Valls vous dit qu'il faut voter pour Pécresse parce que les listes opposées à Pécresse, conduites par Bayou, au fond, ont une conception de la République qui n'est pas la sienne, et notamment parce qu'ils sont soupçonnés eux aussi d'islamo-gauchisme. Hein, c'est ça, de réunions mixtes racisées. Enfin, Audrey Pulvar, qu'est-ce qu'elle a appris lorsqu'elle a dit, un peu maladroitement, il est vrai, elle aurait dû dire que les Blancs étaient invités à y assister, mais pas à se taire, c'était un peu maladroit. Mais bon, toujours est-il que on se focalise sur les questions, encore je l'ai dit tout à l'heure, de foulard, d'apparence physique, comme si, effectivement, le foulard était le signe de l'altérité absolue. La France a un problème, et je crois que ce n'est pas un problème récent, c'est un problème dont on prend aujourd'hui la mesure avec l'altérité. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas conforme à l'image magnifiée qu'on se fait de notre passé, se nourrissent à propos de ça des rancœurs, de nostalgie, etc., n'est pas de nature à rassurer. On a parlé d'un concept, je vous en souvenez sans doute, d'insécurité culturelle. Oui, c'était Laurent Bouvet qui l'avait conceptualisé. Voilà, alors Laurent Bouvet l'a dit dans des conditions, on pouvait imaginer qu'il s'agissait de comprendre ce que ressentaient certaines populations, mais même l'idée d'insécurité culturelle, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, qu'on ressent de l'insécurité, certes, mais la baptiser de culturelle, ça met en avant l'idée qu'il y a deux cultures. Ouais, mais ça montre aussi, Ralef, par rapport à ce que dit Alain Policard, que la question de l'islamo-gauchisme, elle perturbe aussi le débat public et la manière dont on parle aussi et dont on polarise la question islamique aussi dans le débat public. Oui. La question de l'islamo-gauchisme, essentiellement, c'est dans l'islamo-gauchisme qui pose problème depuis maintenant 2 ou 3 décennies facilement, et hélas, depuis ce que nous appelons l'annus horribilis de 2015. Pour revenir d'un mot sur cet ancien Premier ministre qui nous a dit qu'il ne faut surtout pas comprendre, parce que comprendre, c'est déjà excuser. Il n'est pas sociologue. Ça sous-entend qu'il faut rester tétanisé à attendre la prochaine attaque, et que comme il ne faut pas comprendre, c'est qu'il est inhérent, intrinsèque, organique, structurel aux musulmans d'une manière générale, essentialisé, comme on dit, d'agir de la sorte. C'est ça ce que cela veut dire qu'il ne faut surtout pas comprendre. Or, essayer de comprendre, c'est ne pas admettre. Ça ne veut pas dire que lorsque on veut comprendre, ça ne veut pas dire qu'on est complice, qu'on justifie. Expliquer n'est pas justifier. Analyser n'est pas excuser. Donc comprendre n'est pas admettre. Et puis, j'ai cru comprendre, mais je veux être plutôt sûr, parce que les prises de parole publiques doivent être engageantes, que l'appel à voter pour l'autre liste, et non pas celle de Julien Bayou, c'était pour des raisons aussi morales. Et ce qui est curieux, c'est que dans un État laïque, on définit aussi la morale. Mais alors, quelle morale ? Laïque, religieuse, aconfessionnelle, qui la définit. Donc c'est aussi un problème, j'allais dire, quand on a exercé des fonctions importantes, des responsabilités, mais aussi il faut avoir cette pertinence. Voilà ce que je voulais dire à propos d'un ancien Premier ministre. Maintenant, l'insécurité, et notamment culturelle.
et nous l'avons dit dans le petit livret sur le réparatisme. Pardon pour le néologisme, mais en tout cas, ça rattrape ce séparatisme. C'est qu'on est dans une situation que d'aucuns perçoivent avec beaucoup de traumatisme et qui la vivent dans l'aigreur. C'est que, l'identité, que je ne qualifie jamais de nationale, mais je parle de l'identité de la France, en tout cas, cette fable philosophique, comme dit Ali Ben Makhlouf, eh bien, perçoivent cela dans l'aigreur, dans la douleur, dans un traumatisme. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si ce n'est compatir à leur état, de les accompagner et de leur dire, on a à peu près 10% de la population ici qui, pour ces marges, agissent d'une manière inacceptable et attentatoire à la dignité humaine et dans un anti-humanisme que nous réprouvons, que nous dénonçons et nous faisons tout pour l'extirper, et les autres vaquent à leurs occupations comme l'ensemble des citoyens, avec les arias et les aléas de la vie de tous les jours, avec tous leurs problèmes. Nous qui subissons une crise sanitaire, économique, sécuritaire aussi pour tout le monde. Ça, c'est déjà un point. L'autre point, c'est que à la fois l'identité, surtout de la France, repose sur une roche-mère que nous connaissons et que nous reconnaissons, c'est celle chrétienne, sur laquelle il y a eu des ajouts, des apports qui ont enrichi le tout, et c'est comme ça que la dynamique des peuples se fait, et c'est comme ça que le génie du peuple français a dû se faire, et il vaut mieux l'accepter et l'ingérer, y consentir, que d'être toujours dans cette réaction qui est dommageable pour l'ensemble, avec des idées infectieuses, avec des propos toxiques, qui après incubation rendent malade l'ensemble de la nation, et le mot, parce que le concept il n'est pas encore bien défini, mais le vocable islamo-gauchisme en fait partie, et c'est pour ça que nous tenons, en tout cas moi, à le décortiquer, à le déconstruire, pour comprendre, afin de trouver une bonne médication. D'ailleurs, à travers ces propos, on voit bien, Alain Policar, que la question de l'islam, au-delà même de la querelle épistémologique de l'islamo-gauchisme, elle interroge la France, elle interroge son modèle, c'est que la France est en miroir en fait, de la question islamique. L'islam interroge la France sur la profondeur de son modèle. Et c'est pour ça qu'on a une cristallisation aussi forte dans le champ intellectuel. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue. Totalement. Je trouve que votre formule est excellente. Oui, elle interroge profondément la France dans la profondeur de son modèle. Vous avez tout à fait raison. Et Khaled Bencher va parler de morale. Il a tout à fait raison aussi, parce qu'on a affaire à une véritable panique morale par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que la loi a parlé, enfin finalement, elle s'est appelée autrement, mais on a parlé de valeurs républicaines, parfois de principes, mais on a beaucoup insisté sur les valeurs. Or, les valeurs, ça relève du champ de la morale, effectivement. On aurait pu se contenter sobrement de parler de principes républicains qui sont connus. La devise de la République sont des principes auxquels nous sommes tous attachés. Mais, en quelque sorte, et j'en reviens à mon intervention précédente, il y a l'idée que à ces valeurs ne peuvent adhérer que ceux qui ont de la France une image qui est fondée sur le vieux roc, effectivement, dont parlait Khaled Bencher, le vieux roc chrétien, et que tous les ajouts sont non pas des richesses, mais au contraire des altérations. Je renvoie à cet égard à un très beau livre de Mauricio Bettini, qui a écrit un livre contre les racines, si vous voulez. Le culte des racines, le culte des origines, et le fait que tout ce qui vient après n'est que dénaturation. Ça nourrit effectivement une nostalgie, qui est souvent une nostalgie parfaitement acceptable lorsqu'elle s'exprime dans des limites raisonnables, mais qui souvent considère qu'il n'y a pas de possibilité pour les autres d'épouser ces valeurs, ce qui fait la beauté, la grandeur, etc. du pays. On parlait de Ali Ben Makhlouf, qui est un philosophe qui m'inspire beaucoup, que je connais d'ailleurs, l'identité comme fable philosophique, c'est évidemment une idée, un très beau titre, et c'est très riche. C'est un livre d'ailleurs assez exigeant.
Un livre moins exigeant et qui est de salubrité publique aussi, c'est sur la question de l'identité, c'est Amin Maalouf, L'identité meurtrière, un livre déjà assez ancien du XXe siècle, mais qui a tout dit dans un vocabulaire d'une simplicité incroyable, parce que c'est un très grand romancier, mais quand il s'essaye à faire des réflexions de ce type-là, c'est extrêmement profond, pertinent. L'identité ou l'identitarisme, effectivement, c'est quelque chose moi j'appelle ça le prurite identitaire, j'emprunte l'expression à Jean-François Bayard. On est effectivement en situation où on sent nos identités en péril. Or, quand on est, et on peut le dire au niveau individuel, quand on sent sa propre identité en péril, c'est qu'on n'est pas très certain de ce que l'on est. Hein. J'ai toujours entendu, quand j'étais enfant, on me disait toujours que pour aimer, il fallait s'aimer soi-même. Eh bien, j'ai l'impression que la France a un problème avec l'amour de soi, en quelque sorte. Elle a du mal à s'aimer, et en quelque sorte, elle communie dans l'exclusion de l'autre. Et c'est très, très préoccupant. Mais si je me fais un peu l'avocat du diable, Alain Policar, je ne sais pas comment vous avez vu la polémique, parce qu'on en a parlé avec le président et puis l'équipe, la polémique qui a eu lieu à Sciences Po Grenoble. Oui. Parce qu'on donne du grain à moudre aussi à ceux qui considèrent que ce concept il est pertinent, parce qu'un professeur n'a pas pu parler de la pertinence du concept d'islamophobie aussi à des étudiants. Bien sûr. Et nous sommes tous ici quand même des grands défenseurs de la liberté académique et qu'on peut quand même discuter sans éviter d'avoir des procès ad hominem, et j'appellerais entre guillemets staliniens. Voilà, sur l'affaire de Grenoble, n'ayant pas suivi ça suffisamment, enfin de l'intérieur, j'ai des avis qui ne peuvent pas être autres que ceux de celui qui a entendu parler de cette affaire dans la presse, ou à la radio, à la télévision. Je ne sais pas très bien de quoi il retourne, mais j'ai quand même le sentiment que le professeur en question adhérait plus ou moins aux thèses du printemps républicain ou de l'Observatoire du colonialisme. Maintenant, vous avez insisté sur un point essentiel, il ne s'agit pas de défendre les interdictions de conférences, à droite ou à gauche, en particulier dans les enceintes universitaires, qui exprimeraient des idées différentes. C'était le sens de mon propos. Oui, bien entendu. Alors moi, la culture de l'annulation demande effectivement une étude extrêmement fine. On ne peut pas, sous prétexte de la colonisation, on ne peut pas considérer que tous les biens culturels sont, enfin tous les biens culturels, ou certains biens culturels sont effectivement suspects parce que, en quelque sorte, produits à une époque où la colonisation était de mise. Sur la question du déboulinage des statues, qui est une autre question extrêmement importante, je crois qu'il y a une solution bien simple, c'est celle qu'on utilise dans les musées, c'est de mettre des pancartes, des explications. Colbert, il a été ce qu'il a été, il a été à la fois... ça a été à la fois le Code noir et ça a été aussi un grand réformateur. Il faut le dire sur une pancarte. On va pas déboulonner les statues parce que ça fait partie de l'histoire, parce qu'au fond, ça serait contre-productif. C'est-à-dire qu'on éliminerait les traces de notre histoire lorsqu'elle a été une histoire de domination, ce qui n'est pas, à mon avis, très souhaitable. Il faut rebaptiser les noms de rues, incontestablement. Il faut que des héros de l'indépendance, notamment algérienne, que des noms ont été cités par mon ami Pascal Blanchard, qui conduit cette mission-là, soient effectivement... C'est dans les esprits. Quand une rue est rebaptisée, on ne sait pas forcément de quelle est la personne auquel on fait allusion, mais ça rentre dans les esprits, ça prend du temps, mais ça rentre dans les esprits. On a encore des avenues Maréchal Bugeaud. Je ne sais pas si on ne pourrait pas le remplacer par Paulette Nardane, par exemple. D'ailleurs, à ce sujet, Raleb, il y avait un historien de l'orientalisme pictural qui avait montré que l'effigie, notamment de l'émir Abdelkader, qui avait des noms de rues qui lui étaient affublés dans la France, dans la fin de la France du 19e et jusqu'en 1962, mais qu'elles ont été retirées après 1962. Et ça aussi, c'est intéressant, parce que l'émir Abdelkader était considéré comme un héros national français, mais il a suffi, malheureusement, que cette blessure franco-algérienne soit ranimée pour qu'on oublie un peu la figure de l'émir. Oui. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Ce qui est insignifiant finira par disparaître par lui-même, sauf qu'entre-temps, il pourra faire des dégâts, et des dégâts terribles. Donc, les débats à l'université, ce n'est pas nous ici qui allons être à l'encontre. Au contraire, tout ce qui relève de la controverse saine, de la disputation, du débat, des thèses et des antithèses, trouvera notre adhésion. Et l'extrémisme, où qu'il se trouve, nous trouvera devant.
Maintenant, nous ne pourrions aplanir aussi les difficultés liées à l'islamisme ou à la question même de l'islam tout court si nous ne regardons pas en face, mais avec beaucoup de calme et de responsabilité, aussi la question de la décolonisation. Moi, je suis surpris de savoir qu'on a parlé de 62 à 1997, puis d'une manière officielle, uniquement d'événements. On parlait de guerre d'Algérie, etc. On parlait des événements, les événements d'Algérie. Il a fallu 35 ans pour oser parler de guerre d'Algérie. Je pense que les choses vont venir, ça prendra plus de temps, c'est peut-être l'enfantement dans la douleur de quelque chose qui donnera naissance à une période beaucoup plus apaisée, mais ça passe par ces convulsions dont certaines sont paroxystiques. Nous constatons simplement que dans certaines stations, certains médias, l'article « les » est toujours problématique, donc il vaut mieux dire « des » ou « certains », eh bien, il y a un triomphe idéologique sur ces questions-là, et l'idéologie ne règle absolument rien, au contraire, elle exacerbe d'autres positions en face. Et notre rôle et notre mission, c'est de laisser place à une intelligibilité des positions. Et nous n'allons pas nous octroyer nous-mêmes le bon rôle, parce que tout ce que nous disons est révisable, interrogeable, mais nous pensons qu'il y va d'une posture juste, et le courage, c'est d'aller jusqu'au bout lorsqu'on pense qu'on est dans une situation de dire ce qui est juste, mais tout en le soumettant au débat, eh bien, en réprouvant et en condamnant l'extrémisme religieux, l'islamisme politique, le djihadisme sanglant et mortifère. Et d'un autre côté, alors d'aucuns me disent « oui, mais tu les mets sur le même plan ». Non, bien entendu, ce n'est pas pareil ceux qui tuent, ceux qui ne le font pas. Mais les idées et les mots peuvent être aussi des balles. Et leurs réactions viennent dans le temps. Et ce qui prime pour nous tous, c'est comment faire pour que ces débats-là ne dégénèrent pas. Nous n'accepterons jamais cette idée que nous nous acheminons vers la guerre civile à petits pas et qu'on va vers la barbarie à bas bruit. C'est un mot d'ordre, déjà, Absolument, que d'éviter la guerre civile qui vient, parce qu'on ne cesse parfois, voilà, évidemment. Sur la liberté d'expression, je n'avais pas tout à fait totalement terminé mon propos, parce qu'il est évident qu'il faut être très vigilant là-dessus, parce que sinon on donne des armes à nos adversaires. Il faut condamner la condamnation des suppliants d'Eschyle. La volonté d'interdire cette représentation est une volonté qu'il faut absolument, sans nuance, considérer comme mortifère, incontestablement. D'autant que, véritablement, l'interprétation qui a été faite par certains militants peu à même de connaître, semble-t-il, les intentions de l'auteur et le théâtre grec, était une interprétation absolument indéfendable. Donc il faut être intransigeant sur ces questions-là, ne pas interdire des conférences comme celle sur l'opposant, par exemple, à la PMA ou à la GPA. L'épouse de Lionel Jospin en était victime, Sylviane Akasinski. Donc, si vous voulez, ça, c'est pas admissible, et là-dessus, je crois que nous sommes totalement d'accord, et nous ne serons crédibles que si nous sommes intransigeants sur ces questions-là. Et au regard de ce que nous sommes dit, avant d'arriver aux questions des internautes, que dit, grosso modo, cette controverse de l'islamo-gauchisme dans la société française? Dans le champ académique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle dit aussi de l'université? Est-ce qu'elle dit, d'une certaine manière, que nous n'arrivons plus à débattre? En témoigne la fin du débat, je veux dire la revue, le débat. Je ne veux pas faire un parallèle et un télescopage, mais je trouve qu'il y a un indice, en fait, sur cette crise du débat dans la société française. Oui, la revue Le Débat a disparu, mais Marcel Gauchet existe toujours et il dit des choses très très contestables sur beaucoup de sujets concernant la laïcité. Mais bon, c'est une parenthèse que je me suis permise de faire. Ce qu'il y a en ce qui concerne cette question du débat universitaire, la gangrène dont a parlé d'abord Jean-Michel Blanquer, et à cette époque-là, je vous rappelle, Frédérique Vidal a voulu défendre l'honneur des universitaires, et elle a repris plus tard,
quelques mois après l'expression de la gangrène, qui d'ailleurs, bizarrement, n'aurait pas atteint le CNRS, puisqu'elle voulait que le CNRS, qui pourtant fait partie prenante de l'université, enquête sur ces pratiques. Donc, ce qui nous est dit là, c'est que la recherche publique doit être mise sous surveillance. Et pourquoi? Parce que, à mon sens, la stratégie est d'installer une peur au sein de la société, de considérer qu'il y a, pour le pouvoir politique en place, un danger qui viendrait, il n'est pas sans réalité, qui viendrait de Marine Le Pen, et par conséquent, il faut emprunter la stratégie de Marine Le Pen pour combattre Marine Le Pen. C'est une stratégie trumpiste en quelque sorte. Hein. La droite américaine trumpiste a utilisé effectivement ce type de stratégie. Et je pense que la présence possible de Zemmour au présidentiel a une fonction aussi consistant à dire que les positions de Zemmour sont extrémistes, et moi, Marine Le Pen, j'arrive avec des positions beaucoup plus modérées, et par conséquent, je rassure. Et donc, il faut combattre ce danger d'extrême droite en utilisant les méthodes d'extrême droite et en instaurant une police de la pensée. Ça n'est pas autre chose au sein de l'université. Or, les études qui ont été faites sur la place des études décoloniales, car c'est surtout parce que décolonial, islamo-gauchisme, tout ça, indigénisme, tout ça est intimement mêlé. C'est assimilé, mais alors absolument, que ce sont des notions qui sont complètement distinctes. Mais oui, mais tous ceux qui regardent ces questions-là avec un peu de lucidité, ou qui essayent en tout cas, sont considérés comme suspects. Il y a un maître de conférence en sciences du langage qui s'appelle Albin Wegener qui a fait une étude sur les occurrences de ces termes et qui montre qu'en aucune façon on n'est empêché de faire des études sur d'autres sujets dans l'université. Ce serait quand même invraisemblable qu'on ne puisse pas mener les études que l'on souhaite. Il n'y a pas d'hégémonie décoloniale, il y a simplement un moment extrêmement important où de jeunes chercheurs prennent en considération des données qui étaient passées sous silence. C'est un peu assimilable d'ailleurs au fait qu'on parlait des événements d'Algérie, qu'on commence à parler autrement, mais on ne parlait pas de décolonisation, car au fond, la question décoloniale, ça a un rapport étroit avec la question de la colonisation et de la décolonisation. Et ces jeunes chercheurs s'emparent de ces problématiques-là, en font des sujets de recherche, en font des séminaires. Parfois, il y a des excès, et parfois, il y a des incompréhensions. Une incompréhension majeure, à mon avis, c'est celle qui pèse sur la notion de racisation. Il y a des gens qui considèrent, le terme a été employé tout à l'heure par Khaled Bencher, que la notion de racisation est une essentialisation, que finalement la personne qui est racisée est renvoyée à ses origines. Mais en fait, quand on parle de racisation, on introduit du naturel dans le culturel, c'est-à-dire qu'on construit effectivement une catégorie qui n'est que la description d'une réalité. Il y a des gens qui sont victimes de racisation, il y a des gens qui sont racisés. Ces gens qui sont racisés, ils s'emparent parfois de ce terme-là, stratégie de retournement du stigmate, pour considérer que leur parole de racisé, comme nous le disions tout à l'heure, vaut peut-être d'être entendue, parfois à l'excès, mais ça n'est que purement et simplement un juste retour des choses. C'est-à-dire que des gens victimes de discrimination prennent en main la question de la discrimination et de la domination. L'idée de la domination, dans la sociologie très anti-bourdieusienne, la question de la domination est considérée comme un indice déjà de l'islamo-gauchisme, si vous voulez. Oui, parce que on ne peut pas parler de domination, la domination n'est pas tout, mais elle n'est pas tout, je le concède, mais elle est beaucoup. Elle est beaucoup. On ne peut pas penser notre société sans penser les rapports de domination. D'ailleurs, par rapport à ce que vous dites, on voit qu'il y a un télescopage avec la question aussi de l'islamophobie. C'est-à-dire que généralement, voilà, que ceux qui invectivent d'autres intellectuels d'islamo-gauchistes, c'est pour dire en fait qu'ils voient en fait une réalité de l'islamophobie alors qu'elle est très contestable selon ceux qui seraient les détracteurs de ce concept. Ouais. Voilà, pour résumer. Oui, mais le concept d'islamophobie, on en a parlé tout à l'heure, est un concept très difficile, puisqu'encore une fois, le mot est mal formé, mais il s'est imposé. Et il s'est imposé dans une définition qui est liée à la sociologie du préjugé, dont Allport a été un des protagonistes américains. Il y a des préjugés à l'égard des musulmans. Et l'islamophobie désigne ces préjugés, ce qui est un minimum déjà. Elle peut désigner un peu plus que ça, mais elle désigne des préjugés. Et Taguieff avait fait un très beau livre en 88 qui s'appelait « La force du préjugé ». Il avait totalement raison d'insister sur le préjugé, car c'est quelque chose qui n'est pas facile d'extirper. Et nous sommes toujours dans cette dénonciation des préjugés, auxquels j'essaye de contribuer.
Alors Alep, tu as essayé justement de forger un autre concept que celui d'islamophobie, mais pour dire voilà, qu'il fallait mettre des mots aux choses. Parce que je pars toujours de l'idée que s'il n'y a pas le mot, il n'y a pas la chose. Des musulmans, peut-être pas dans leur totalité, mais le sentiment est là, sont discriminés, sont objets de haine, de détestation, de rejet. Et si on n'absorbe pas cette émotion, si on n'en tient pas compte, eh bien le malaise perdurera. Nous avons consacré une édition de notre université populaire sur cela, et je pense que le sujet n'est pas épuisé, et nous pourrons y revenir. L'important, c'est de parler simplement avec froideur d'esprit et avec calme. Alors, ce que j'ai essayé à mon modeste niveau de forger, c'est la misislamie du grec misos, qui renvoie à la haine, à la détestation et à l'hostilité, et un peu en empruntant, en faisant un détour avec la psychologie féminine, il y a la femme androphobe et la femme misandre. La femme androphobe a peur des hommes, la femme misandre est les hommes. On pourrait avoir tel ou tel de nos concitoyens qui a peur de l'islam, surtout s'il n'a de l'islam que ce qui lui est présenté, non seulement dans les grands médias, mais aussi dans les réseaux sociaux. In fine, il y a de quoi avoir peur. Bon, si je n'ai comme seule appréciation de la société française que l'unique canal de la revue détective, il y a de quoi désespérer de l'âme humaine en France. Et je deviendrai, si je puis dire, avec le S à la fin d'en deviendrai, donc au conditionnel, francophobe, parce que j'aurais peur, comme un arachnophobe qui a peur des araignées, ou un agoraphobe qui n'exprime pas devant le public, j'allais dire sur une scène quelconque, ou un claustrophobe qui ne prendrait pas l'ascenseur. En revanche, ceux qui nous disent, et là c'est une escroquerie morale et intellectuelle, que nous sommes islamophobes et nous le revendiquons parce que vous nous traitez d'islamophobes dès lors que nous critiquons la religion islamique. Et ça m'a valu des inimitiés, d'ailleurs en disant la critique est requise. Non seulement est permise, elle est requise pour avancer. Parce que la théologie, la doctrine, la philosophie, a fortiori qui sous-tendent une tradition religieuse, qui n'accepte pas la critique, qu'elle soit académique, qu'elle soit populaire. Dans un cas, elle est bénéfique, dans l'autre, elle est salutaire. Eh bien, elle se vulnérabilise, elle s'atrophie. Il ne leur reste plus, le temps de subsister quelques instants, que la terreur, que le fanatisme. Et c'est pour cela qu'il faut accepter cette critique. C'est comme ça qu'on avance. Nous l'avons dit 1000 fois, ici et ailleurs. Il faut interroger les présupposés de la foi, il faut interroger le passé, dédogmatiser l'histoire, bien entendu. Donc, ceux qui disent « Ah oui, mais vous nous traitez d'islamophobes parce que vous n'acceptez pas la critique », non seulement se trompent, mais ils sont malhonnêtes intellectuellement. Et alors, trouvons qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui désigne, qu'est-ce qui signifie lorsque un musulman ou une musulmane, l'un et l'autre sont victimes d'atteintes, d'agressions, d'actes haineux. Alors on a parlé de misislamie, mais certains veulent trouver autre chose au-delà de l'islamophobie, mais en expliquant ce qu'on veut faire comprendre, eh bien, au moins, on réglera le problème. La misislamie me paraît un terme très riche et peut-être prometteur, sait-on jamais, hein, si on pouvait inverser les choses. Mais c'est vrai que c'est parfaitement bien défendu, j'adhère. Merci Raleigh pour ces précisions. Cher Alain Policar, m'en voulez pas si je regarde mon téléphone portable, mais ce sont les questions des internautes. Alors, on a Fatima Radi qui pose 3 questions. Après vous avoir écouté, est-ce que Alain Policar, pourriez-vous définir en une phrase islamo-gauchisme ? Deuxième question, est-ce qu'on n'assiste pas à un néo-macartisme intellectuel pour tout ce qui a trait au concept islamo-gauchisme ? Et la dernière question, après vous avoir entendu Raleigh et vous, on a l'impression que l'émergence de ce concept rend impossible aussi d'aborder d'autres questions connexes
comme l'histoire coloniale? En tout cas, c'est des très bonnes questions que Fatima Radi a posées ce soir. Merci Fatima. Donc ça va nous permettre de lancer la conversation avec vous, internautes. Oui, ce sont des questions qui sont en adéquation totale avec ce que j'ai raconté et ce que Khaled Bencher a raconté aussi. Il se trouve que moi, si je devais définir le terme, je refuse de le considérer comme un concept pertinent. Donc je dirais qu'il s'agit purement et simplement d'un slogan politique à viser effectivement d'exclusion de ceux qui considèrent comme pertinentes un certain nombre de questions posées par la présence musulmane en France. Et donc l'islamo-gauchisme, c'est une façon de disqualifier ceux qui considèrent ces questions-là comme importantes. Le deuxième aspect de la question, c'était... sur le néo-macartisme. Est-ce qu'il y aurait un néo-macartisme? Oui, il y a incontestablement un néo-macartisme, puisque le macartisme, c'est une sorte de chasse. C'est une chasse aux sorcières de ceux qui ne se rendraient pas à l'évidence qu'il y a un danger réel de l'islamisme, certes, mais encore une fois, le musulman est soupçonné de devenir un islamiste. C'est ça le problème, c'est que tout musulman est un islamiste en puissance dans l'esprit de ces gens-là. Hein. Et bien évidemment, j'ai oublié la troisième question. Oui, c'était est-ce que ça rend impossible aussi d'aborder d'autres questions? Est-ce que... Oui, ça a cette fonction-là, cette fonction effectivement de brouiller le débat et de rendre impossible les questions fondamentales de la colonisation, de la colonisation et de la décolonisation. Parce que si la France ne fait pas par rapport à cette question-là un bilan honnête, je vous citais en aparté tout à l'heure le travail de Magali Bessonne, qui peut-être correspond à ce que vous avez voulu faire dans ce livre sur le réparatisme. Elle a écrit un très beau livre qui s'appelle « Faire justice de l'irréparable » chez Vrin. Cette question-là, c'est de dire que même si les descendants ont disparu, il y a des réparations possibles parce que les traces des crimes passés sont toujours là dans les structures de nos institutions. Ça revient à la question effectivement difficile du racisme structurel, institutionnel, considéré par certains comme totalement imaginaire et que moi je considère comme parfaitement raisonnable. Voilà, ça mériterait une longue discussion. Ça mériterait une longue discussion. Évidemment, parce qu'il y a un grand débat sur le sujet. Oui, parce qu'en fait, tout dépend de la définition du racisme. Là, je renvoie aussi à un article excellent dans AOC, je cite souvent AOC, de Philippe Hunman. Si on définit le racisme comme une opinion, une attitude, on exclut la possibilité qu'il puisse y avoir un racisme systémique. Mais si on voit que des populations sont victimes de discrimination à l'embauche, au logement, à l'école, etc., et que ça fait tout de même un peu système, en tout cas, si le mot systémique gêne, que c'est dans les institutions comme la police, un très bon ouvrage de Didier Fassin qui s'appelle « La force de l'ordre », qui montre bien les préjugés, les stéréotypes qui sont présents dans ceux qui font précisément régner l'ordre, et ça, la police tout de même, c'est une institution, on peut en dire autant de l'armée. Hein. Moi, il se trouve que j'étais professeur à Saint-Cyr à une époque lointaine. Eh bien, quand je faisais un cours sur la démographie et le solde migratoire aux élèves officiers, je ne pouvais pas terminer sans qu'on me siffle. Ah oui. Les officiers de Saint-Cyr étaient remarquablement intelligents, ils n'étaient pas aussi stupides que les élèves qu'ils formaient. Mais c'était quand même assez hallucinant qu'on ne pouvait pas parler de solde migratoire. Le solde migratoire, ça évoquait pour eux la migration, l'immigration, le danger. Hein. Et donc dans l'armée, la police, en partie aussi la justice, il y a certainement un certain nombre de préjugés qui sont peut-être indépendants de la volonté même de ceux qui en sont les propagateurs, si vous voulez. Il y a l'idée qu'il y a un racisme sans raciste. Et au fond, il y a des gens qui ne croient pas être racistes, qui ne savent pas qu'ils véhiculent des préjugés racistes, mais qui concourent en quelque sorte à ce que ça continue comme ça. En tout cas, c'est un sujet qui cristallise énormément, qui mériterait évidemment un débat particulier, absolument. puis un autre débat. Les Américains ont beaucoup écrit. Oui, je recommande Sally Haslanger à ce sujet. Et Ralef, peut-être un sentiment par rapport aux questions qu'a posées notre amie Fatima. Je reviens je le dis à notre amie Fatima, à ma définition de tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est pertinente ou bonne. Il vaut mieux utiliser une périphrase que d'utiliser un concept fumeux et impertinent. Qu'il y ait, et je ne le nie pas, une collusion entre une partie de l'extrême droite et une partie de l'islamisme politique,
parce qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés à L'extrême gauche, Porto. oui. L'extrême gauche. L'extrême gauche, pardon. Maintenant, on commence à parler. C'est vrai, Le lapsus lingui est révélateur. Mais moi, je parlais de cette partie d'extrême gauche et certaines thèses radicales. Nous avons vu Porto Alegre, les altermondialistes, tel ou tel héros avec T à la fin, et tel ou tel prédicateur s'acoquiner ensemble. C'est une réalité. Et dans ce cas, il vaut mieux utiliser la phrase collusion, flirt, connivence, congruence s'il le faut, entre l'extrême gauche et l'islamisme politique. C'est net, c'est précis, et on avance que d'utiliser l'islamo-gauchisme, qui est insultant pour l'ensemble des musulmans pris in globo comme étant d'abord des damnés sur la terre et des opprimés, mais en plus tous ces préfixes sont islamo. Je l'ai dit au début, je le dis maintenant, il y en a marre, à un moment donné il faut dire stop avec islamo-fascisme, islamo-délinquance, islamo-racaille, islamo-nazisme, islamo-gauchisme, islamo-droitisme. Maintenant, on parle des islamo-conservateurs, islamo-capitalisme. Vous vous rendez compte? Mais à un moment donné, il faut arrêter. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de consacrer pas qu'une édition, quelques-unes, au sein de cette maison pour que nous apportions, nous, notre élément au débat, parce que nous croyons aussi à la force du débat et à la confrontation pacifique des idées. J'ajouterais que la tentation de l'alliance, elle a existé jusqu'en 2001 finalement, parce qu'à partir du moment où l'islamisme est devenu terroriste, l'alliance était quasiment plus pensable théoriquement. Donc 2001, c'est quand même une frontière importante, enfin c'est une date qui change totalement la perception. C'est une fracture très importante dans l'histoire. Oui. Ce qu'on appelle une borne temporelle. Voilà, une borne temporelle, ouais, c'est une très belle expression, Raleb. On a notre ami Amar Mouetter qui pose une question tout aussi intéressante. Il aborde la question de la comparaison du judéo-bolchevisme et de l'islamo-gauchisme, mais sans rentrer sur la pertinence de la comparaison, il dit quelque chose de très juste, il dit que le judéo-bolchevisme touchait et s'adressait à des personnalités de culture juive, et l'islamo-gauchisme s'adresse et est devenu, on va dire, une problématique pour des personnalités qui ne sont pas musulmanes. Voilà. Et il interroge. Oui, c'est tout à fait juste. Non, c'est une remarque, il n'y a rien à dire. C'est tout à fait fondé. Les islamo-gauchistes ne sont pas généralement des musulmans, alors que les judéo-bolcheviques étaient quand même des juifs. Ouais. Oui, c'est très juste. J'aurais pu le dire, effectivement. On a une question, Raleb, de Hélène, et aussi à vous, Alain Policard. Qu'est-ce que cette polémique de l'islamo-gauchisme dit aussi des mutations du champ intellectuel et du débat intellectuel français? Est-ce que la question, en gros, la question de l'islam est une question trop passionnelle, en fait, elle fait partie des passions collectives et qu'il devient presque difficile de l'aborder de manière sereine? D'abord, est-ce qu'elle m'est adressée à moi en premier? Parce qu'on aura les deux. C'est ce que vous aviez dit, c'est pour ça. Si c'est dans cet ordre-là, j'ai dit tout à l'heure que tout ce qui est excessif est insignifiant, et je vais malheureusement être peut-être dans l'excès, mais cela trahit ou met en avant la défaite de la pensée. D'ailleurs, l'auteur de la défaite de la pensée est un artisan de la défaite. Est un artisan lui-même de cette défaite de la pensée, et notamment avec son identité malheureuse, et pas uniquement. Donc voilà, cela traduit l'abrasement de l'intelligence, l'agonie même de la lucidité. On ne peut pas aborder des sujets aussi cruciaux, aussi explosifs, aussi importants, sans que l'on s'invective. Et ça, c'est là où ça mérite plutôt une distanciation, a fortiori dans une prise de parole publique, a fortiori lorsqu'on fait œuvre, si je puis dire, d'expertise. Et donc, cela trahit le fait qu'on n'est plus maître de ses nerfs quand il s'agit de ce sujet, eh bien, espérons que ce n'est que conjoncturel et que ce n'est que quelque chose de contingent et que ce n'est pas quelque chose qui va caractériser nos relayeurs d'opinion, parce que le mot intellectuel devient trop fort pour caractériser ces personnes qui parlent. Le véritable intellectuel, c'est celui dont on nomme le siècle par son nom. On parlait du siècle de Périclès, on parlait du siècle d'Averroès, ou le siècle de Voltaire. Maintenant, pardonnez-moi,
quelqu'un qui croit que Jean-Baptiste Botul a existé, je ne suis pas sûr qu'il faille dire que c'est un intellectuel. Allusion à cette farce dont a été victime Bernard-Henri Lévy. Exactement. Vous voulez dire quelque chose? Non, juste Oui. un petit commentaire. C'est vrai qu'on n'est plus dans l'espace du débat. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a dit Nathalie Hennig sur France Inter lorsque je l'ai interpellée? Elle a dit « on est en guerre ». Dès l'instant où elle dit « on est en guerre », elle considère que le débat intellectuel a perdu toute pertinence. Et effectivement, son diagnostic n'est pas totalement infondé. Il y a des amitiés qui se brisent, il y a des tas de gens qui renoncent effectivement au dialogue avec ceux qui étaient, il y a peu de temps encore, des amis. Moi, j'ai perdu quelques amis, et tout le monde en a perdu d'ailleurs dans cette querelle-là, qui, encore une fois, on n'y a peut-être pas assez insisté, tourne surtout autour de la conception de laïcité. Laïcité est devenue une forme d'identité excluante, je l'ai peut-être dit, mais à mon avis, c'est la conception même laïcité qui est en cause, la conception libérale que je défends, qui est la stricte séparation du politique et du religieux, la neutralité de l'État. À cette conception-là s'est substituée une conception visant à traquer en quelque sorte l'obscurantisme là où il se trouve, et généralement aussi là où il ne se trouve pas. Alors, mon cher Alain, il s'avère que l'équipe de la Fondation et avec sa direction, on souhaite organiser des colloques à la rentrée sur la question laïque, parce qu'elle est elle-même aussi le fruit de cette passion politique, et que deux grands courants s'y affrontent, deux grandes philosophies de la question laïque s'affrontent, et donc c'est aussi important pour la Fondation d'organiser aussi un colloque à ce sujet. Ça me paraît d'une grande actualité. Autour de l'Observatoire laïcité, il y a une querelle extrêmement importante. Très, très, très importante. Et j'utilise, moi, à propos de cette question, une notion que j'emprunte à Gramsci, celle de ciment social. En quelque sorte, autour de la laïcité se regroupent ceux qui ont une conception restrictive. Eux, les autres n'ont pas la conception restrictive que nous avons, et par conséquent, enfin restrictive, ils ne la présentent pas comme restrictive, mais une conception, disons, fidèle plus à Combes qu'à Briand, et ils considèrent précisément que tous ceux qui n'adhèrent pas à cette conception-là, qui sont des libéraux, donc au bon sens du terme, sont dans le déni. Le mot déni a été effectivement prononcé dans le manifeste des Saints. D'ailleurs, Alain Renaud et moi avons répondu « Où est le déni ?» Et j'ai l'impression que précisément le déni est chez ceux qui ne voient pas comment en quelque sorte, ils instrumentalisent cette question-là. Je vous ai interrompu, excusez-moi. Non, nullement, parce que je voulais vous laisser finir. On a une question de Lagdar Maïmi qui pose la question suivante. Si ce concept s'avérerait pertinent, quelle serait la réalité dans la société française de cette collusion entre les forces islamistes et gauchistes ? Elle est voisine de zéro. Il y a très peu de militants tiers-mondistes aujourd'hui. Le tiers-mondisme a existé, seulement, vous l'avez vous-même rappelé. Mais c'est délité, c'est délité sur le temps. C'est totalement délité, et je crois que c'est délité notamment à cause de 2001 et des attentats des tours jumelles. Donc non, pour moi, c'est voisin de zéro, la pertinence de cette notion, et sa réalité surtout. Enfin, il n'y a pas d'islamistes, puisque c'est ça, d'islamistes qui discutent pour une stratégie unifiée avec les gauchistes. Je ne sais pas lesquels, où on les trouverait. Sincèrement, je n'en vois pas. Ce n'est pas par déni ou le déni du déni, mais ce qui corroborerait cette idée-là, c'est que, par exemple, une parole d'une Clémentine Autain qui dit vous vous rendez compte, moi je suis député d'une circonscription, et ceux qui pâtissent des difficultés sociales, etc., se trouvent être des citoyens et des résidents de confession islamique. Le simple fait de dire ça, on a là du gaucho-islam, j'allais dire du gaucho-islam, de l'islamo-gauchisme. On a là un indice sévère, effectivement, pour nos vigilants. Voilà, donc, vigilant est un mot qu'on n'a pas utilisé, mais je crois que c'est un mot assez utile, ne serait-ce que parce que beaucoup de ces polémiques sont nées à partir de la constitution d'une liste qui s'appelle Vigilance Université, au sein duquel, précisément, s'est créé l'Observatoire du décolonialisme. Au sein de laquelle, pardon. Alors j'ai une question par rapport à la question laïque, parce qu'il y a une personne qui souhaite réagir, qui s'appelle Pierre. Alors Pierre pose la question suivante. Est-ce que Aristide Briand aurait été traité d'islamo-gauchiste par l'Émile Combes contemporain? On ne peut
peut pas refaire Non, l'histoire, mais c'est c'est crédible, effectivement. Quelqu'un qui rappelle ce qu'est la laïcité, qui est une stricte séparation et qui n'est pas un contrôle de la croyance de ceux qui ont des croyances, hein, la laïcité, c'est la liberté de conscience. En disant liberté de conscience, on a tout dit. Oui. Hein. Oui, effectivement, le père Combe voulait que les choses soient un peu différentes et qu'on fasse... Écoutez, en 1954, l'abbé Pierre allait en soutane à l'Assemblée nationale. Oui. Donc, oui, si on fait la chasse à tous ceux qui ont des signes d'appartenance religieuse, moi, j'ai jamais considéré qu'une fille ou une femme voilée m'agressait. On a l'impression qu'elle agresse énormément de gens. Alors qu'à la limite, un barbu qui peut-être lui est plus l'indice d'une foi intense ne gêne personne. Les femmes sont ici aussi stigmatisées, je crois, aussi en tant que femmes. Alors, je pense qu'il y a aussi En tant que minorité politique, au sens je pense qu'il y a aussi une question, une cristallisation autour du corps féminin. Oui, oui. Hein. Et ce qui est très dur lorsqu'on aborde ces questions, c'est que on est obligé d'être dans le manichéisme et de penser pro ou anti. Et comment transcender en fait ce manichéisme pour penser aussi la complexité. Oui. Voilà. Et que dit le voile très aussi de difficile de faire l'islam? comprendre Alors, la complexité, donc, parce que moi, je défends le port du voile. Je ne défends pas le port du voile, ça ne veut pas dire que je l'approuve. Je considère qu'il est parfaitement tolérable au sens philosophique du mot tolérer, qui consiste à accepter ce qu'on a le pouvoir d'empêcher. Or, ayant le pouvoir d'empêcher le port du voile lorsqu'on est législateur, lorsqu'on est la puissance publique, on ne devrait pas le faire, on devrait le tolérer. Ça ne veut pas dire qu'on approuve en tant que tel, ça veut dire tolérer n'est pas approbation, mais évidemment. Cette nuance n'est que très rarement comprise. Et par ailleurs, on nous rétorque bien souvent quand on défend le port du voile, mais oui, mais en Iran, les femmes qui se battent pour ne pas le porter, mais c'est le même combat. C'est exactement la même chose. Se battre pour les femmes qui ne veulent pas le porter, se battre pour les femmes qui veulent le porter dans les pays démocratiques, c'est exactement le même combat. Votre raisonnement est autour du principe de liberté. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, allez, bon, la semaine dernière, on a abordé ce sujet, mais à travers l'islam et le féminin, et puis on a vu aussi combien c'était un sujet tout aussi passionnel. Sans doute. Oui, ça l'était, mon cher Alain, je vous le dis. On a une question de Naïma. Alors, je ne sais pas qui elle est posée, mais peut-être à Raleb. Que dire aussi du concept islamisme? Est-ce que ce ne serait pas un mot fourre-tout, comme le concept islamo-gauchisme, qui est utilisé aussi à satiété, notamment dans le milieu médiatique? Notre ami Naïma nous pose une question à la fin de notre rencontre, alors que ça nécessite toute une séance à elle seule. Rappelons les choses très vite qui sont encore soumises au débat. Le mot islamisme a fait son apparition au XIXe siècle, mais au même titre que christianisme ou judaïsme, comme on parlait du génie du christianisme de Chateaubriand. Après, il disparaîtra étonnamment, et on parle de la religion d'Inde, de la religion d'Israël et de la religion d'islam, tout court. Après avoir parlé de la foi mohammedienne ou la foi mahométane ou le culte mahométan. Tout au long du XXe siècle, on parle d'islam tout court. Après, à la fin des années 70, début des années 80, on commence à parler de l'islamisme, et Bruno Etienne a écrit son fameux islamisme radical. Et là, cette idée d'islamisme, avec toujours le suffixe qui étouffe la racine, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'idéologisation, la politisation, le fait de considérer que la religion islamique donne des idées et des lois pour gouverner la cité. Et ça nous a valu quelques ennuis de la part de certains qui suivent les choses et qui, de mon point de vue, hélas, n'ont rien compris. Quand j'ai parlé d'escroquerie morale et intellectuelle, de considérer le Coran comme une constitution de l'État moderne. Comment une révélation l'a ramené uniquement au rang d'une constitution, fût-elle loi fondamentale, les choses ne sont pas dans le même registre, ni épistémologique, ni même pas le même ordre. Et ça, c'est l'islamisme. Et même la langue arabe le rend. Eux-mêmes disent نحن لسنا بمسلمين نحن إسلاميون, c'est-à-dire nous ne sommes pas que des musulmans, nous ne sommes pas musulmans, nous sommes des islamistes. La langue arabe le rend. Donc l'islamisme devient de ce fait une idée de vouloir régenter le tout de la vie
y compris dans ses aspects purement mondains, j'ai envie de dire, politiques. Et ça, on peut se mettre d'accord ou pas d'ailleurs, mais l'idée de l'islamisme est là. Et d'ailleurs, Nouara qui pose aussi une question dans le prolongement de tes propos, Ralem, qui se demande est-ce que le travail des frères, notamment le travail social de Hassan el-Banna, n'est-il pas les prémices de la querelle islamo-gauchiste? Non, mais bon, c'est de l'extrapolation. Mais... Non, mais le rôle qu'a joué Tariq Ramadan dans cette histoire n'est pas négligeable, effectivement. Oui. Mais je crois que faire appel à l'histoire des mots, c'est fondamental. Notamment sur le mot islamophobie, on oublie souvent que le mot a été créé non pas au moment de la révolution iranienne, mais au début du siècle, en 1903, par Maurice de la Fosse, un administrateur colonial. Oui. Quand on met les mots en perspective, ils n'avaient pas du tout le même sens. Ouais. Quand on met les mots en perspective, Kélian. qu'on retrace leur histoire, on évite un certain nombre de bêtises. Et alors, et on fait une focalisation, parce que Salman Rushdie a dû le dire, on a créé un mot pour laisser les aveugles aveugles, d'accord, mais le mot n'a pas vu le jour dans les années suite à l'affaire des versets sataniques, de la Fosse, Kélian et Pierre-Henri, ou quelque chose comme ça. Les trois ont utilisé le mot de 1908 à 1912. Qui était bien antérieur, évidemment, à 1900. Et notre ami Étienne Dinet, dans son hagiographie, pour lui c'était une hagiographie, la biographie du prophète, la préface, il utilise le mot. Et l'ouvrage a été édité en 1918. Donc des preuves telles que celle-là, on peut en fournir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la définition de l'islamisme tout à l'heure qui me convient tout à fait, est-ce que c'est éclairant de dire que l'islamisme suppose un certain littéralisme, et littéralisme s'opposant à l'interprétation? C'est une question. Non, enfin, je suis pour ma part plus pour l'islamisme comme moyen de dire que, là aussi ça va faire bondir certaines personnes et je l'assume, on gouverne la cité selon le désir politique de Dieu. Que seuls ceux qui le disent ont pénétré. Comme ils ont scruté la volonté divine, ils veulent l'imposer à leurs semblables. D'abord musulmans, frelatés. En se référant à la lettre du texte, néanmoins. En se référant à une homocratie, donc c'est le pouvoir de la loi, qui sont seuls à interpréter. En réalité, ceux qui sont littéralistes, etc., on a déjà une pléthore de mots. On a les conservateurs, on a les salafistes, on a les littéralistes, et on a ceux aussi qui tiennent au sens obvi, donc à la lettre même du Coran. Il y a même une école pour cela déjà dès la fin du 11e, d'abord 10e, 11e siècle. Et l'islamisme, c'est le fait de vouloir tout régenter politiquement selon cette loi divine. Alors, on arrive presque à la fin. Est-ce que, Alain Poliquet, vous avez un mot de conclusion? En dehors du plaisir de la discussion, je n'en ai pas d'autre. J'ai aussi appris beaucoup de choses en écoutant Khaled Bencher. Ce n'est pas la première fois que je l'écoute et que j'apprends en l'écoutant. Donc je suis très content d'avoir été là. Merci. En tout cas, nous, on était ravis de vous avoir ce soir. On vous a donné une liberté de parole totale. Absolument. Je tiens à le rappeler. Ah, mais c'est évident. Merci. La prochaine fois, nous faisons appel à notre ami Alain Policar, avec d'autres, parce que comme ça, nous ne serions pas considérés comme ayant pris une partie, parce que nous sommes pour le débat, pour le dialogue, pour la confrontation pacifique des idées, pour que la vérité jaillisse, et nous faisons ça pour rien d'autre que d'aplanir les difficultés que nous connaissons. Et notre contribution est là, donc c'est un plaisir partagé et à renouveler. Avec joie. Alors, ça me permet pour moi de conclure, de dire que ce débat était passionnant, et puis on voit combien la question de l'islamo-gauchisme en fait parle de la France, parle de la question islamique dans la société française, interroge l'identité, l'histoire. Mais permettez-moi aussi, mon cher Alain Policar, de me référer à Raymond Aron, qui avait une phrase extraordinaire qui disait qu'il fallait préserver les formes
de l'assimilation française, mais dans cette assimilation, on pouvait penser la force du particulier. Il disait je suis fier d'être assimilé, tout en étant rattaché à mes racines spirituelles. Et je trouve que cette phrase a aujourd'hui du sens, parce que la grande question qui se pose dans la société française, c'est la question du particulier, des singularités, et qui interroge en fait le modèle universaliste. Et je trouve que c'est la grande perspective de la France de demain, et la Fondation de l'Islam de France, je trouve, à mes yeux, essaye d'y répondre. Je voulais remercier les partenaires médias, Ouma.com, Radio France Maghreb 2, Radio Salam, la Société des Amis de la Fondation de l'Islam de France, qui chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer à cette association, et on vous remercie parce qu'on a besoin de vous, car ce débat est central dans la société française, et vous donnez rendez-vous, parce que c'était la dernière édition de l'Université populaire digitale de l'année universitaire, si je peux me permettre cette expression, et on vous retrouve le 9 septembre, et on parlera des sujets tout aussi essentiels, sport et religion. Merci à vous, vous souhaitant un bel été et heureux de vous revoir à la rentrée de septembre. Bel été à vous, au revoir.